Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire sur commerce équitable, focus sur le textile et les vêtements. Et bienvenue, merci pour votre présence. Donc, je dois d'abord souligner que ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'une diffusion sur YouTube ainsi que sur les différents supports communication de la Belgian Fair Trade Federation, notamment le site internet bftf.be et le site internet du projet Fairtrade Schools and Universities, ftsu.be. Donc, la structure de webinaire qu'on vous propose est la suivante. Tout d'abord, je vais bientôt donner la parole à Zoé Dubois, donc, qui est chargée de plaidoyer d'Achact, qui va parler pendant plus ou moins une demi-heure. Ensuite, ce sera au tour d'Aline Tasset, qui est fondatrice et gérante d'une entreprise de textile qui s'appelle Mamé Boutique, située en région liégeoise. On aura le plaisir d'entendre Serge Lénartz, qui est un des pionniers en la matière, parce que ça fait plus de 20 ans que Serge Lénartz et sa compagne Nadia Ruchard ont créé Couleur Sud, magasin à Cour-Saint-Étienne, et ils sont également actifs dans le magasin de textile à Aix-en-Sarre, Le Vent se lève. Ensuite, le dernier quart d'heure sera lié à un moment d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, notamment via le chat. Savoir aussi que le webinaire ici a lieu dans le cadre du projet Fairtrade Schools and Universities et qu'il y a plusieurs questions qui ont déjà été réfléchies et euh, écrite par des étudiants de haute école et d'université. Voilà, donc je vais donner la parole à Zoé Dubois d'Achact, je t'en prie. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Euh, ouais. Est-ce que là, vous voyez tous mon PowerPoint? Oui, c'est parfait. Ok. Mais donc, pour juste peut-être brièvement présenter à chaque, donc, nous, on est une organisation donc, d'éducation permanente et on est membre et on représente un réseau international qui s'appelle la Clean Clothes Campaign et donc un réseau qui soutient les luttes des travailleuses de la confection de vêtements. Et donc, c'est un réseau qui met en lien des travailleurs et travailleuses et des syndicats ONG dans des pays de production de vêtements avec des syndicats et des ONG dans des pays de consommation. Et donc, on cible principalement les enseignes de fast fashion pour, euh, pour que les conditions, enfin, pour améliorer les conditions de travail dans leur chaîne de valeur. Et donc, je vais essayer de vous présenter brièvement un peu les grands, enfin, comment se construit, enfin, comment fonctionne aujourd'hui la fast fashion et du coup, quels sont enfin, l'industrie de la mode en général et quels sont les enjeux qui en découlent pour les droits des travailleurs et travailleuses avec, oui, c'est ça. Donc, et un peu les conséquences surtout néfastes de ce modèle-là sur les droits des travailleurs et travailleuses. Donc, peut-être pour revenir donc d'abord vraiment sur la manière dont se construit aujourd'hui la fast fashion, c'est que donc on n'a plus aucune enseigne aujourd'hui, donc tous les Zara, H&M et consorts, donc plus aucune de ces enseignes ne possède aujourd'hui ses propres ateliers de confection. Donc toutes sous-traitent ce travail-là dans des ateliers qui sont situés un peu partout dans le monde et notamment beaucoup en Asie du Sud et du Sud-Est. Et donc, on a vraiment un système de sous-traitance en cascade, en fait, avec du travail qui va jusqu'au travail à domicile. Enfin, donc, c'est un peu à sac. Donc, on a des filières de production assez complexes et pas toujours faciles à remonter. Et donc, pour voir les conséquences un peu directes que ça peut avoir sur les travailleurs et travailleuses, ici, c'est donc un schéma qui montre le nombre de travailleurs, d'employés directs de Nike et H&M comparé au nombre d'employés indirects. Donc, on voit que c'est vraiment, enfin, que le nombre d'employés directs est vraiment assez ridicule par rapport à tous les travailleurs et travailleuses dont le travail, au final,
profitent aux entreprises de la mode, mais qui ne sont pas reconnus comme directement leurs travailleurs et travailleuses. Euh, et donc, là, on le voit, c'est pour montrer un peu, enfin, pour continuer un peu à décrire ce modèle, comment est-ce qu'il se construit. C'est qu'on le voit donc sur ces différentes marques, par exemple, qu'on prenne H&M, C&A, Adidas, Levi's ou Nike, c'est que ils produisent en fait dans énormément de pays différents. Et donc, on a vraiment un modèle qui est fondé sur de la sous-traitance, mais aussi sur une mise en concurrence permanente à la fois des états de production et des ateliers de confection. Donc, avec pour objectif, évidemment, de pouvoir produire un maximum de produits au plus bas coût. Et donc, ce système en fait de concurrence entre pays et entre ateliers de confection va avoir des effets délétères assez directs sur les droits des travailleurs et travailleuses. Donc, d'un côté, ça va avoir un effet concret sur les normes sociales qu'on va retrouver dans ces pays, parce que donc c'est des pays qui donc l'industrie du textile va souvent se développer dans des pays où les normes sociales sont encore relativement faibles ou peu protectrices avec parfois une absence aussi totale de protection sociale, et où les normes environnementales aussi parfois sont encore relativement fragiles. Et en fait, on a toute une série de pays aujourd'hui qui ont vraiment développé leur économie autour de l'industrie du vêtement et qui du coup sont hyper dépendants de cette industrie là aujourd'hui. Et donc, pour prendre un exemple, par exemple, c'est le Bangladesh. Donc, le Bangladesh, c'est 80% de ses exportations qui dépendent du textile. Donc c'est vraiment devenu un pays usine en fait d'une certaine manière et donc l'économie du pays dépend complètement de cette industrie et donc les grandes enseignes de la mode ont un pouvoir d'influence et de pression assez important sur ce pays pour maintenir des normes sociales relativement faibles. Et donc ce qui va avoir des conséquences sur le droit des travailleurs et travailleuses très concrètes mais sur lesquelles je reviendrai après plus en détail. Et puis, ce jeu de concurrence, il va aussi se jouer entre les usines entre elles, qui donc, parce que donc cet effet de sous-traitance, c'est que H&M, Zara, etc., ont toute une série d'usines à qui ils sous-traitent du travail, mais qui sont donc du coup, qui travaillent pour ces enseignes à chaque fois par contrat d'achat, quoi. Donc, Zara, par exemple, veut produire X milliers de t-shirts, elle va faire un appel d'offres et c'est l'usine qui va pouvoir garantir la production la plus qualitative, hein, pas un prix le plus bas dans des temps impartis extrêmement courts, qui va en quelque sorte remporter l'appel d'offres. Euh, et donc, on est aussi dans un rapport constamment court-termiste, en fait, dans ce lien qu'ont les enseignes à leurs usines. Euh, et, euh, et donc, de nouveau, un effet de pression et de concurrence qui évidemment va avoir des conséquences sur les droits des travailleurs et travailleuses, parce que dans ce jeu de concurrence, ce qui permet d'être une variable d'ajustement pour pouvoir garantir des prix plus faibles, ben, c'est justement les droits des travailleurs et travailleuses, qui jouent du coup vraiment comme variable d'ajustement. Et donc, ce qu'on retrouve, notamment un des premiers enjeux et qui est lié évidemment aussi aux objectifs de développement durable, qui sont notamment la question de conditions décentes et d'accès à un salaire décent, c'est la question du salaire. Une des grandes campagnes que mène la Clean Clothes Campaign depuis plusieurs années, c'est donc de faire campagne pour que les travailleurs et travailleuses perçoivent un salaire vital. Donc, on parle de salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui permet à la fois de se nourrir, nourrir les membres de sa famille, assurer aussi l'accès aux soins de santé, à un logement décent, à l'éducation aussi pour les enfants, et la possibilité aussi de mettre de côté un minimum, un petit véhicule pour pouvoir voir venir en cas de crise ou en cas de perte d'emploi, enfin, sachant que beaucoup de pays de production ne disposent pas de système de protection sociale très, enfin, protecteur. Et donc, on le voit ici, il y a un décalage énorme entre ce qui est considéré comme le salaire vital et le salaire qui est effectivement perçu par les travailleurs et travailleuses. Donc, on voit au Bangladesh, par exemple, ils perçoivent à peine 15% de leur salaire vital, en Turquie 34%. Et,
Et en fait, en Europe, le problème se pose aussi, quoi. Donc, on a souvent cette idée que c'est une question de... Parce que c'est dans des États où les salaires sont particulièrement faibles et les conditions de travail particulièrement mauvaises. Mais en fait, si on regarde la Roumanie, qui est dans l'Union européenne, les travailleurs et travailleuses de la confection perçoivent seulement 22% du salaire minimum vital. Donc, c'est euh, vraiment ridicule, évidemment. Et donc ça, c'est un des enjeux premiers pour les travailleurs et travailleuses, c'est vraiment la question du salaire. Euh, une deuxième conséquence de cette sous-traitance et de ces pratiques d'achat assez agressives de la part des enseignes, c'est la question de la santé et de la sécurité en fait dans les usines. Euh, donc, on se rappelle toutes et tous, sans doute, de l'effondrement du Rana Plaza qui a eu lieu en 2013 au Bangladesh. Donc, pour rappel brièvement, donc c'est un bâtiment qui abritait toute une série d'ateliers de confection et qui s'est effondré en 2013 en portant la vie de plus de 1135 personnes et qui a causé aussi des milliers de blessés. Donc, c'est un événement qui a été particulièrement marquant parce que le plus meurtrier de l'histoire de l'industrie, mais qui, par contre, s'inscrit vraiment enfin, dans un problème vraiment endémique dans l'industrie textile, qui est vraiment la question de la sécurité dans les bâtiments. Et c'est dû notamment, de nouveau, à ce modèle de sous-traitance qui font qu'en fait, les ateliers, comme ils fonctionnent toujours au court terme, les propriétaires d'ateliers investissent très peu dans le maintien et la sécurité des bâtiments eux-mêmes, parce que ça demande des moyens considérables. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont insalubres, avec notamment problème d'alarme d'incendie, absence de système de sortie de secours aussi efficace, enfin, toute une série de problèmes comme ça. Et le Rana Plaza, en l'occurrence, c'est s'est effondré et a emporté aussi autant de vies de travailleurs et travailleuses, notamment dû à leurs mauvaises conditions de travail, parce qu'il et elle étaient plusieurs à avoir repéré que le bâtiment risquait de s'effondrer à l'époque, mais étaient menacés de perdre leur emploi. Et donc, dans le cadre d'une absence totale de sécurité sociale et de dépendance très forte et de salaire très très bas, ils ont quand même été travaillés ce jour-là, et donc avec les conséquences catastrophiques que ça a eu. Donc ça, c'est un autre enjeu assez fondamental et qui est de nouveau dû vraiment à ce modèle économique de sous-traitance et d'absence totale de responsabilité des marques. Euh, et un autre problème aussi, c'est la question de la liberté d'association, donc qui est évidemment fondamentale pour les travailleurs et travailleuses pour pouvoir notamment exiger le respect et la protection de leurs droits. Et donc, à nouveau, cette absence de respect de la liberté d'association, il faut de nouveau la mettre un peu en corrélation avec le fait que à la fois les pays doivent continuer à attirer des investisseurs étrangers, donc des marques étrangères pour qu'elles continuent à produire dans ces pays-là, et, euh, et les usines qui doivent continuer à pouvoir garantir de produire au plus faible coût. Et donc, il y a une pression sur les syndicats extrêmement forte qu'on constate régulièrement et dans plusieurs pays différents. Et peut-être un exemple particulièrement marquant ces dernières années, c'est à nouveau au Bangladesh où donc ces 2 dernières années, il y a eu des manifestations très très fortes à l'occasion de la révision du salaire vital, du salaire minimum légal, pardon, qui est révisé tous les 5 ans au Bangladesh. Et la révision était extrêmement faible et n'atteignait pas la moitié de ce qui était exigé par les syndicats. Et donc, il y a eu des mobilisations de travailleurs et travailleuses et de syndicats très très fortes au Bangladesh qui ont été réprimées par la police de manière extrêmement violente. Donc, il y a eu plusieurs morts et des centaines de travailleurs et travailleuses qui ont aussi été menacés de poursuites judiciaires. Donc, il y a eu une campagne qui a été menée par la Clean Clothes Campaign assez importante qui a permis finalement l'abandon de l'ensemble des poursuites. Mais ça a vraiment mis en lumière à quel point le travail des syndicats est menacé vraiment quotidiennement dans ces filières-là.
Euh, donc, euh, donc ça, c'est pour un peu dresser enfin, le constat un peu noir de ce qu'on trouve dans les ateliers de confection aujourd'hui. Euh, et, euh, et la question évidemment qui se pose, c'est quelles sont les réponses que les marques apportent à ces constats-là? Parce que c'est donc des luttes qui sont menées de longue date. La Clean Clothes Campaign, elle existe depuis les années 90, donc c'est vraiment des luttes qui sont menées de très longue date. Et donc on constate en fait, si on s'intéresse un peu à la communication des marques, qu'elle communique de plus en plus sur le fait d'être plus durable, quoi. Enfin, et donc, si on regarde H&M, par exemple, a sorti toute une ligne qui s'appelait H&M Conscious, donc qui donnait la sensation d'être une ligne de vêtements qui soit plus respectueuse de l'environnement ou des droits humains. Euh, si on regarde aussi aujourd'hui le site internet, par exemple, des enseignes de mode, on constate qu'elles ont toutes maintenant pratiquement un onglet durabilité où elle s'engage à respecter toute une série de droits fondamentaux toute une série de normes environnementales aussi. Là, c'est des images qui ont été prises par exemple dans des magasins qui montrent que maintenant ils font de la récolte par exemple de vieux vêtements pour toujours poursuivre cette idée que ces enseignes s'attaquent aux enjeux environnementaux et sociaux de, liés à la production textile, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est une des grandes, enfin, un des points centraux aussi de la lutte du mouvement qu'on dit anti-sweatshop, c'est la question justement de la responsabilité des entreprises. Parce que ce système de sous-traitance en cascade, ce qui permet, outre le fait de garantir des conditions de production très très faibles, c'est qui permet aux entreprises de complètement se dédouaner en fait des conditions de travail dans lesquelles sont produits les vêtements dans le sens où, comme on l'a vu dans la toute première diapositive, ben, aucun et aucune de ces travailleurs et travailleuses sont considérés comme travaillant directement pour ces marques. Ils sont les travailleurs et travailleuses employés par les sous-traitants. Et donc, elles, généralement, ont des espèces d'engagement volontaire ou des principes qu'elles s'engagent à respecter ou qu'elles engagent leurs sous-traitants à respecter tout en se dédouanant complètement du fait que ceux-ci ne les respectent pas. Et donc on est vraiment dans un système actuellement où en fait les entreprises s'autorégulent et elles s'autocontrôlent en ayant recours des audits notamment. Or, on sait que les audits ne fonctionnent pas du tout. Et si on reprend l'exemple du Rana Plaza, par exemple, c'est un bâtiment qui avait été audité quelques jours auparavant et qui avait été validé par l'audit alors qu'il s'est effondré quelques jours après notamment parce que les audits privés, en fait, sont souvent aussi des outils commerciaux. C'est aussi des entreprises qui doivent, elles aussi, garantir un service le plus rapide possible et le plus efficace possible. Et donc, par exemple, ces entreprises-là rencontrent très, très rarement les travailleurs et travailleuses, qui sont pourtant les premiers concernés et les premiers aptes à identifier l'absence de respect de normes du travail ou de violation de leurs propres droits. Et le problème aussi de ce système un peu d'autorégulation, c'est qu'on a un engagement complètement à la carte, donc où les entreprises s'engagent elles-mêmes à respecter certains droits, pas d'autres, on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc d'une entreprise à l'autre, on ne va pas retrouver les mêmes engagements, ce qui pose évidemment des grosses difficultés en termes de protection et d'universalité des droits humains. Et puis on a vraiment un phénomène un peu de privatisation totale du droit et des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses, quoi, qui deviennent des normes finalement privées des entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, ces outils donc enfin, qu'on appelle responsabilité sociale des entreprises, donc de RSE, finalement servent parfois beaucoup plus d'outils marketing et notamment de green et de social washing que, euh, que de réels outils de garantie de respect dans les chaînes de valeur et de réels outils de changement en fait. Et c'est assez frappant, on le voit par exemple si on regarde H&M, leurs engagements volontaires, ça a l'air d'être presque une entreprise à finalité sociale quoi. Il y a un décalage énorme entre l'image qu'ils vendent et les engagements qu'ils prennent et les conditions de travail qu'on retrouve effectivement dans les ateliers de confection qui globalement en fait depuis le développement de tous ces outils dits de responsabilité sociale ont,
peu ou pas bougé. Et lorsqu'il y a eu des réelles évolutions ou améliorations constatées, c'est le fruit d'années de lutte et souvent après des scandales particulièrement graves. Pas du tout parce que les entreprises s'y sont engagées seules et volontairement, quoi. Et peut-être un exemple intéressant à cet égard-là, c'est suite à l'effondrement du Rana Plaza. Donc aujourd'hui, il y a un accord contraignant qui existe sur la santé et la sécurité dans les bâtiments, qui à l'origine s'appliquait que au Bangladesh et qui aujourd'hui existe aussi au Pakistan. Et donc c'est un accord contraignant qui a été signé par plus de 200 enseignes et qui oblige les enseignes à faire auditer par un système contrôlé par l'accord, donc qui lie aussi les syndicats locaux et les syndicats internationaux. Donc un système beaucoup plus public, quoi, de contrôle, de faire auditer et contrôler toutes les usines dans lesquelles elles font produire des vêtements et de participer financièrement à la remise en état de ces bâtiments lorsqu'il y a des constats de non-respect de normes de sécurité, quoi. Donc c'est un accord qui a été signé après l'effondrement du Rana Plaza, d'abord au Bangladesh, qui a vraiment fait la différence sur le terrain, mais qui était une demande des syndicats locaux depuis des décennies et qui était complètement refusée par les enseignes et qui du coup maintenant existe depuis plus de 10 ans, mais qui est régulièrement remis en question par les marques qui à chaque fois veulent revenir à un système d'autorégulation plus classique. Et donc, enfin, on voit vraiment la pression un peu constante qui est exercée sur toute avancée sociale qui peut être obtenue par le mouvement, enfin en l'occurrence le réseau Clean Clothes Campaign. Euh, et donc c'est pour ça que nous, on plaide depuis plusieurs années pour passer d'une approche volontariste à une approche contraignante et donc qui est une vraie reconnaissance de la responsabilité des entreprises de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation ni des droits humains, ni des normes environnementales, ni des droits sociaux dans leur chaîne de production. Il y a eu un texte qui a été adopté par l'Union européenne il y a 1 an et demi, donc qui est la directive dite de devoir de vigilance des entreprises, qui devait garantir justement qu'enfin la responsabilité des entreprises pour les conditions de production soit reconnue et qu'on ait la possibilité aussi pour les victimes pour les victimes, notamment pour les travailleurs et travailleuses, de pouvoir poursuivre en justice ces entreprises pour obtenir réparation des dommages qu'elles ont subis. Malheureusement, le texte a été complètement remis en question par la Commission européenne là, suite aux dernières élections. Et un nouveau texte vient d'être voté, qui est beaucoup moins ambitieux que le texte initial. Donc on reste dans une... Enfin, il vient d'être adopté, donc il faudra voir comment le texte vit et comment est-ce qu'il est transposé aussi au niveau national. Mais voilà, enfin, on a réussi à obtenir un texte qui garantissait un minimum de responsabilité. Et le nouveau texte c'est beaucoup plus difficile de voir concrètement en l'état les avancées que ça va avoir sur le terrain. Et or, et ça c'est un exemple aussi, enfin, oui, sur lequel j'avais envie de revenir, assez important, c'est enfin, d'insister aussi sur le fait que du coup, on est vraiment dans un système qui garantit de protéger et de préserver en tout temps les bénéfices des entreprises et une absence de solidarité et de responsabilité totale des entreprises vis-à-vis des travailleurs et travailleuses. Or, on est face à des travailleurs et travailleuses qui sont particulièrement précaires, qui touchent des salaires très bas et donc sont souvent massivement endettés et donc qui sont particulièrement vulnérables à toute forme de disruption que ce soit en cas de crise économique, en cas de crise sanitaire, comme on a pu le voir par exemple avec le Covid-19, et aujourd'hui en cas de crise climatique aussi, parce que donc on voit il y a des événements climatiques de plus en plus violents et de plus en plus extrêmes qui se produisent chaque année, notamment des vagues de chaleur très très fortes, un nombre d'inondations aussi assez considérable. Et en fait, beaucoup de pays de production sont particulièrement vulnérables au changement climatique aujourd'hui. Et donc, ce qui pose toute une série de questions pour les travailleurs et travailleuses de la production, à savoir que si du jour au lendemain, par exemple, des inondations empêchent toute production pendant potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, c'est des millions de travailleurs et travailleuses qui se retrouvent potentiellement sans salaire
sans filet de sécurité parce qu'absence de sécurité sociale. Euh, et, euh, et donc se pose la question de enfin, de la responsabilité des entreprises justement de participer à, par exemple, la garantie d'un salaire en cas de crise climatique. Et on l'a vu notamment durant la crise du Covid-19, donc au moment où la production a dû s'arrêter, notamment parce que les matières premières arrivaient plus de Chine, et puis les confinements se sont un peu comme un château de cartes. Enfin, les pays, les uns après les autres, se sont confinés. On a des millions de travailleurs et travailleuses qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain, sans aucun salaire. Et aucune entreprise, pratiquement, enfin, aucune entreprise n'a participé au financement des garanties de licenciement de ces travailleurs et travailleuses. Et au contraire, elles ont développé leur activité en ligne, elles ont annulé toute une série de commandes qu'elles avaient pas, qui étaient parfois déjà réalisées et qu'elles ont refusé de payer pour pouvoir garantir le maintien de leurs propres bénéfices, tout en bénéficiant d'aides, notamment si on regarde en Belgique, ben, la plupart des travailleurs et travailleuses des magasins sont retrouvés au chômage économique, et donc ce qui a permis à toute une série d'entreprises d'engranger quand même des bénéfices assez importants au moment de la crise, quand dans le même temps des millions de travailleurs et travailleuses se retrouvaient sans aucune forme de salaire, quoi. Et donc ce court-termisme a évidemment aussi des conséquences, enfin, et cause en tout cas beaucoup de risques pour les travailleurs et travailleuses en cas de crise, en sachant qu'ils sont dans des contextes qui sont parfois assez instables, et notamment pour des raisons environnementales. Donc ça, c'est un peu le constat un peu noir des réalités de la confection aujourd'hui. Et donc, bah, pour brièvement présenter un peu le travail que nous, on fait en tant que Clean Clothes Campaign, donc on est vraiment un réseau qui œuvre à la solidarité de filières. Et donc, on travaille beaucoup, notamment avec Achact, avec les syndicats du commerce ici en Belgique, pour exercer des pressions donc, sur les marques pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Et on agit un peu à deux niveaux, à la fois sur des campagnes qui sont au très long cours, sur la question de la sécurité des bâtiments, sur la question du salaire vital, euh, enfin, donc vraiment pour avoir une refonte du modèle économique sur lequel repose la fast fashion, et en même temps des campagnes à beaucoup plus court terme qui visent, par exemple, s'il y a un incident dans une usine particulière, qui visent à essayer d'identifier quelles sont les enseignes qui faisaient produire dans cette usine, et obtenir leur soutien ou qu'elles reconnaissent leurs responsabilités, et notamment en participant financièrement, par exemple, à des garanties de licenciement. Euh, donc oui, des systèmes qui sont beaucoup sur des cas, des appels urgents, de cas très très concrets. Et à nouveau, avec une absence totale de transparence dans les filières. Donc, c'est souvent un exercice aussi assez complexe d'arriver à remonter la chaîne, de savoir quelles étaient les enseignes qui faisaient produire dans ces usines. Voilà, je vais m'arrêter là pour, euh, enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Zoé, pour cette présentation un peu plus intéressante. Donc, je vais à présent céder la parole à Aline Tasset de Mamie Boutique. Je vais remettre le slide ici. Donc, voilà. Aline, je t'en prie. Aline Oui, qui est bonjour. quelque peu malade, je le souligne. Et, donc, je remercie d'autant plus d'être au rendez-vous malgré tout. C'est gentil. Oui, après, je vais filer dans mon lit boire une bonne tisane, je crois. Donc, je suis Aline. J'ai créé Mamé il y a presque 3 ans maintenant. Pour la petite histoire, en 2018, j'ai créé ma première boutique en ligne de mode éthique qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, j'ai eu des jumelles et je me suis rendu compte du nombre de vêtements qu'un enfant pouvait consommer pendant sa croissance, et c'était juste impossible pour moi d'accepter d'acheter et de
revendre ou de jeter autant de vêtements sur leur courte vie d'enfant qui grandit. Du coup, j'avais déjà cousu des pantalons évolutifs pour elle quand j'étais enceinte et je me suis rendu compte que ces pantalons duraient jusqu'à 18 mois sur elle contre un pantalon classique qui dure quelques semaines, voire quelques mois. Donc on est sur 3-4 ports par pantalon plutôt que des dizaines de ports. Donc c'était assez intéressant et c'était pas encore assez développé à mon goût. Et du coup, au fur et à mesure de leur croissance, j'ai commencé à faire pas mal de prototypes de vêtements évolutifs. Donc, il y avait les pantalons, évidemment, puis les t-shirts, et qui duraient à chaque fois plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Et puis un jour, j'ai créé la combi pour aller à l'extérieur parce qu'on a la chance d'habiter en campagne et les filles vont à l'école du dehors et on passe tous nos week-ends dans le jardin ou dans la forêt. Et donc, voulais leur faire une combinaison d'extérieur. Et comme je suis un peu feignasse, je voulais clairement pas leur faire une combi de chaque année. Et donc, j'ai rassemblé toutes mes connaissances en couture pour leur faire une combi qui va durer super longtemps. Et donc, j'ai réussi à faire une combi qui dure 6 ans sur l'enfant. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que en fait, Mamé, ça n'a pas été créé juste pour le plaisir, mais vraiment dans un désir de consommer moins, mais mieux dans la mode. Comme disait Zoé, moi j'ai été très impactée par le Rana Plaza en 2013 et c'est ça qui m'a donné envie d'agir dans la mode durable. Et d'ailleurs, depuis 2013, je n'achète plus de vêtements neufs de la fast fashion. Malgré mes petits sous, donc on peut toujours y arriver. Le rapprochement avec les objectifs de développement durable, j'en vois deux principaux, en tout cas avec la marque Mamé. Donc le premier, c'est l'ODD numéro 12, qui est produire moins mais mieux. Donc comme je disais, avec une combinaison qui dure 6 ans, des pantalons qui durent maintenant 4 ans. Donc on est clairement sur une consommation drastiquement diminuée. On a aussi un service de réparation pour nos vêtements, ainsi qu'un service d'upcycling pour celles et ceux qui veulent réutiliser des vêtements qu'ils ont eus dans leur garde-robe et pour pouvoir les transformer de manière durable tout en se faisant plaisir. Le deuxième point majeur, c'est le travail décent et la croissance locale. Donc, ici, tous les vêtements fabriqués pour Mamé sont fabriqués dans une EFT à Liège, donc une entreprise de formation par le travail. Ici, j'ai regardé également, vu qu'on est en train d'augmenter les productions, de les faire continuer en Belgique ou en France. Et on a aussi, et ça me tenait très fort à cœur, un atelier à Madagascar qui est certifié Fairtrade et GOTS. Donc, ne pas juste garder la production locale, mais aussi faire vivre des pays qui en vivent habituellement, mais qui ont les certifications pour justement, j'aime pas dire aider ces populations-là, mais en tout cas leur apporter un soutien économique via la marque. Du coup, on a aussi l'innovation par la fonctionnalité dans les objectifs de développement durable. Donc, on n'a pas d'innovation numérique, mais par contre une innovation technique où on pense les produits pour savoir les produire de manière facile, savoir les recycler, utiliser le moins de matériaux, enfin pas le moins de matériaux possible, mais faire le moins de déchets possible dans la conception des vêtements. Tous les tissus sont évidemment certifiés minimum Ecotex, au mieux GOTS, pour justement éviter l'utilisation de produits chimiques toxiques. Et on vient de sortir justement une gamme 100% recyclée. Donc ça aussi, j'en suis super fière. Donc voilà, Mamé, ça a été créé d'une utopie déjà de consommer moins de vêtements, mais aussi consommer mieux. Et donc, de par toutes les baby steps qu'on fait en développement de produits et en développement de marché, on le fait justement pour faire une mode juste et plus durable et clairement
ne pas tomber dans cette fast fashion qui pourrit les humains comme la planète. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou venir me contacter. C'est moi qui suis derrière tout ça. Voilà, voilà. Un tout grand merci, Aline, pour cette présentation intéressante du projet Même et Boutique. J'espère que tu pourras répondre aux questions par après, sauf si ta santé ne le permet pas, bien évidemment. Et je cède la parole à Serge Lénartz, qui, il va le dire lui-même, est lié au magasin Couleur Sud ainsi qu'au magasin Le Vent se lève. Tu peux allumer ton micro, Serge, s'il te plaît. Ton micro est éteint, Serge. Voilà, vous m'entendez comme ça. Parfait, parfait. Moi, j'ai eu un problème technique avec mon ordinateur, peut-être qu'il est trop vieux. Pas de souci. J'ai dû passer sur le téléphone. Euh, voilà, donc je me présente, donc je suis Serge Lénartz de Couleur Sud. Euh, attendez, est-ce que vous me voyez? Vous me Je voyez? vois, on t'entend bien. Tout va Ouais. bien. Donc je suis Serge Lénartz de Couleur Sud. Et ma compagne et moi avons créé en 2002 un magasin bioéquitable, donc dans lequel il y avait, bon, il y a toujours, en fait, il y a eu quasiment tout ce que nous avons maintenant déjà à l'époque. Donc, en gros, il y a des vêtements, de l'artisanat, donc tout ce qui est déco, cuisine, salle de bain, art de la table. Et alors, il y a une partie aussi bijoux, une partie accessoires et une partie épicerie fine. Voilà. Et nous sommes passés par une phase où nous avions eu aussi une épicerie zéro déchet, donc de 2017 bon, ça a duré plus ou moins 5 ans. Donc, nous avons arrêté il y a environ 2 ans l'épicerie zéro déchet. Voilà, donc ça c'est pour l'historique. Euh, donc, il faut savoir aussi que maintenant, nous avons quasiment, bon, c'est surtout pour l'artisanat et les bijoux, quasiment la moitié sont du commerce quasiment très local. Hein. Donc, c'est la région proche ici de Cour-Saint-Étienne. Je travaille également avec ma compagne dans une autre structure, qui est une coopérative qui s'appelle Le Vent se lève, qui se situe à Rixensart, dans la galerie Kennedy. Et, et donc, là aussi, nous sommes à 4, donc, avec nos amis Stéphanie et Sylvie. Et la boutique là-bas est assez différente d'ici. Donc là, nous sommes plus spécialisés dans les vêtements, les chaussures, les accessoires, sous-vêtements et également des bijoux. Mais ce qui différencie en fait ces deux magasins, c'est que, oui, là-bas aussi, nous avons par exemple un rayon, on est plus spécialisé dans les vêtements détente et sport. Il y a même la marque E9, qui est une marque italienne, où les vêtements sont 100% fabriqués en Italie. Donc, ce qui distingue ce magasin d'une autre ici, c'est que la plupart des articles proviennent d'Europe, donc que ce soit pour la confection, le tissage et la matière première. Voilà. Donc, principalement, ben, les sources pour le coton, c'est principalement l'Italie, donc je l'ai cité, et la Turquie. Et alors pour la confection, c'est surtout la Turquie, pour la plupart des marques allemandes que nous avons en coton. Et pour les marques en laine, la laine vient en grande partie d'Allemagne. Nous avons de la laine belge aussi. Et la confection de la laine, c'est soit en Belgique, soit en Allemagne. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence entre ces deux structures. Maintenant aussi, on se différencie par rapport donc au niveau philosophique, on est très proche, mais Couleur Sud va peut-être un petit peu plus loin dans la démarche.
puisque j'ai écouté attentivement donc, les deux intervenantes précédentes concernant le commerce équitable, les difficultés rencontrées, qui vont même jusqu'à la violence dans certains pays. Et donc, en fait, depuis le début du magasin, on fait du commerce équitable et du commerce bio, parce que si on ne le faisait pas, la situation serait encore pire au niveau mondial et au niveau même européen. Et donc, l'idée quand même, en gros, c'est que ce que nous faisons en tant que commerçants, c'est pour ne pas que ce soit. S'il n'y avait pas de magasin comme nous, ben, ce serait encore pire. Si personne ne faisait du commerce équitable bio, la situation serait pire. Mais voilà, notre souhait, c'est de ne pas en rester là. Parce que imaginons un monde où il y aurait tout soit commerce équitable et tout soit bio. euh, je ne suis pas si sûr qu'on pourrait arrêter l'écocide en cours. Et donc, j'ai mis avec d'autres partenaires ici dans la région, d'autres entrepreneurs, on a rédigé une charte d'entrepreneurs pour arrêter l'écocide. Et donc, dans cette charte, il y a 6 points. Je vais pas trop le temps ici, donc je vais juste vous les citer. Premier point, ben, c'est utiliser une monnaie libre pour sortir du système bancaire, parce que le système bancaire, il participe à l'écocide, puisqu'on ne sait pas découpler la destruction du vivant et la croissance économique. Donc, si on veut faire si on veut diminuer la croissance économique, il faut faire de la décroissance, donc il faut diminuer la consommation. Et donc, on ne sait pas le faire si on reste dans le système bancaire, puisque les banques ont besoin de croissance pour fonctionner. Voilà. C'est une des clés qui empêche de faire de la décroissance ou de la déconsommation, c'est le système bancaire. Donc, première chose, sortir du système bancaire. Donc, nous utilisons une monnaie libre, donc de plus en plus. Donc, on donne 10 ans pour avoir quasiment que de la monnaie libre. Et deuxième point, donc c'est un changement radical de société, donc un changement systémique. Donc que ce soit au niveau du système de pension, soins de santé, sécurité sociale. Donc c'est vraiment refaire un système parallèle au système existant pour le forcer en pensant que ce système sera de toute façon plus intéressant dans un système économique qui commence à s'effondrer, à tirer partout dans tous les sens au niveau des pertes de subsides pour les collectifs. Voilà, c'est un système qui se resserre de plus en plus puisque les ressources et l'énergie diminuent. Et donc l'idée, voilà, c'est de créer un système parallèle qui pourrait obliger le système existant petit à petit à se modifier, en sachant que le système qu'on crée ne va pas remplacer l'existant. Alors, euh, au point suivant, le troisième point, donc c'est sortir du naturalisme, parce que le naturalisme est donc un système de domination sur les autres êtres vivants, donc ne plus mettre les humains au-dessus des autres êtres vivants, les mettre au même niveau. Quatrième point, sortir du patriarcat. D'ailleurs, c'est un des objectifs du développement durable, c'est l'égalité entre les sexes. Donc, sortir du patriarcat, c'est aussi sortir non seulement de la domination sur les femmes, mais aussi sur les plus précarisés et sur tout le monde vivant en général qui sert de ressource. Et ça, c'est le patriarcat, en fait, qui est fortement présent et qui empêche d'agir sur ce plan-là. Et deux derniers points, donc c'est remettre dans les entreprises la notion d'amour qui est presque devenue quelque chose de tabou dans les entreprises. Et, oui, aussi la spiritualité, donc c'est quelque chose qui est assez perdu dans le système industriel et entrepreneurial actuellement. Et le dernier point, parce que tous les 5 premiers points que j'ai cités se retrouvent dans la plupart des chartes d'entreprise, pas tous, mais il y a beaucoup de chartes qui ont ces 5 premiers points. Mais le dernier point, c'est un point un peu aveugle ici dans la plupart dans le débat public et politique. C'est le problème de l'industrie, en fait, qui n'est pas neutre
et de la technologie qui n'est pas neutre, qui influence nos choix de société. Et c'est quelque chose qui est peu présent dans le débat public. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on a choisi de le porter en tant que point principal en fait, de notre charte ici, parce qu'elle n'est peu portée par d'autres collectifs et d'autres chartes d'entreprise. Donc, l'industrie, en fait, en grande partie, ben, est responsable de l'écocide, de la destruction du vivant. Donc, au niveau public et politique, il faut à un moment donné se mettre autour de la table et décider qu'est-ce qu'on garde dans l'industrie. Si pas, on va peut-être devoir se séparer de quasi l'entièreté, parce qu'en fait, on voit que même les soins de santé demandent, si on veut garder des hôpitaux high-tech chez nous, ça demande des industries lourdes et qui exploitent des minerais, qui font de l'extractivisme et ça demande énormément d'énergie. Donc, même, on peut se dire de quel droit nous, occidentaux, on peut vivre en mauvaise santé plus longtemps, alors qu'un Africain ne sait même pas soigner une fracture. Donc, là aussi, il y a une réflexion à avoir au niveau global, au niveau mondial, et au niveau des collectivités locales, au niveau des communes aussi. C'est parce qu'en fait, la plupart des décisions devraient partir au niveau mondial, au niveau des communes, euh, et donc petit à petit avoir des accords sur ce qu'on garde au niveau de l'industrie et de la technologie. Voilà, j'en ai fini pour... s'il y a des questions, voilà, je suis disponible. Donc, merci beaucoup, Serge. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, soit via le chat, soit de vive voix. Le fait est que, donc, il y a quelques questions qui ont été écrites et réfléchies par des étudiants. Tout d'abord, j'ai peut-être une question plus pour Serge, qui est donc dans le milieu du textile équitable et durable depuis 2002. Comment vois-tu l'évolution de la demande de textile durable et équitable? Enfin, comment est-ce que tu as pu observer son évolution ici en plus de 20 ans? Oui, ben, en fait, lorsque nous avons ouvert le magasin, il n'y avait quasiment pas de marque de vêtements, ni d'ailleurs de créateurs, parce que en fait, l'idée au départ, c'était de vendre des vêtements de création fabriqués en Belgique. Mais en fait, on s'est vite aperçu que c'était beaucoup trop cher pour la plupart des clients qui venaient dans notre magasin à Cours-Saint-Étienne. Donc, on a laissé tomber le prêt-à-porter. Parce que là, il y avait moyen de trouver des gens qui faisaient du prêt-à-porter avec des cotons bio. Donc ça, il y avait moyen de trouver, et même la laine, etc., local. Mais c'était beaucoup trop cher. Et ça reste encore, le prêt-à-porter reste encore trop cher pour les magasins comme nous. Et donc, on s'est orienté vers ce qui était produit à l'étranger. Donc, pour ça, on voulait que ce soit absolument équitable. Et en fait, on trouvait soit des marques qui étaient équitables, mais pas bio. Pas bio. Attendez, je vais décrocher, je vais dire, parce que sinon, attends. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu plus tard? Oui, merci. Ouais, ouais, au revoir. Voilà. Donc, on trouvait soit des marques qui étaient 100% bio, mais qui n'étaient pas équitables, ou l'inverse, qui étaient équitables, mais pas bio. Et donc, c'était surtout les marques allemandes qui étaient bio, mais pas équitables, et les marques françaises qui étaient équitables, mais pas bio. Et donc, on a fait un peu du lobbying, on leur a dit, mais il faudrait un petit peu... Parce qu'en Belgique, on était les seuls à vendre du bio équitable, il y a 23 ans. Euh, En tout cas, aux vêtements, il y a Oxfam qui avait commencé des vêtements équitables, mais qui n'étaient pas bio. Donc, nous, on s'est dit, ben, on veut les deux, en fait. Et petit à petit, voilà, les marques ont pris le label GOTS. Et donc, voilà. Et au niveau maintenant pour répondre à ta question, parce que c'est important l'historique, parce que les vêtements bio-équitables n'ont pas toujours existé. Et donc, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, ben, il y a beaucoup de magasins qui se sont ouverts un peu comme nous. Après, il y avait dans chaque capitale de province, il y avait un magasin bio équitable de vêtements. Et donc, même nous, on était représentants de vêtements, on allait vendre des marques dans ces magasins-là. Et puis, avec la crise de 2008, on était une dizaine de magasins. Et sur ces 10 magasins bio-équitables de vêtements, la moitié ont fait faillite avec la crise de 2008. Mais on s'était rassemblés
à 10 magasins pour essayer de s'en sortir, de faire des ventes communes. Et voilà. Donc, ça a permis quand même à 5 magasins de s'en sortir, de passer la crise de 2008. Et après ça, en fait, il y a beaucoup de fournisseurs qui ont dû arrêter parce que voilà, ils n'ont pas il y avait même, c'est pour toute l'Europe, hein, donc c'était beaucoup de fournisseurs ont arrêté parce ils n'ont pas su résister à la crise puisque les magasins n'ont plus acheté, ont fait faillite. Et donc petit à petit, mais nous on a su s'en sortir parce qu'on n'avait pas que des vêtements. Nous avions aussi les bijoux, l'épicerie. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons ouvert l'épicerie en 2017 parce que le vêtement il a fort diminué avec la crise de 2008. Et puis après, on a retrouvé plus ou moins notre chiffre d'affaires en vêtements, mais ça a diminué d'année en année. C'était une diminution très très lente et encore actuellement, la diminution est lente, mais elle est toujours là. Donc on sait très bien qu'un jour, on ne pourra plus compter sur les vêtements. On a développé un rayon seconde main bioéquitable et ça fonctionne bien, mais seulement ça nous demanderait une surface de magasin 2 fois plus grande, ce que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas nous permettre. Et donc voilà, on se restructure toujours. Au niveau vêtements, on sait, on en a pour encore 5-10 ans. Mais voilà, pour les jeunes qui s'installent, ça va peut-être être compliqué. Il faut trouver des alternatives et peut-être justement utiliser des monnaies libres, créer des vêtements plus locaux avec des fibres locales. Donc voilà, je pense que l'avenir pour les jeunes, c'est plus de ce côté-là, en utilisant des monnaies alternatives, de monnaies libres plutôt, parce que c'est encore différent de monnaie locale. Voilà. Parfait, merci. Ici, on vient de recevoir une question d'une spectatrice d'Oxfam Magasin du Monde. Je prépare actuellement une analyse sur les labels textiles. Ma question est large, mais que valent les labels? Je suis tombé sur des t-shirts vendus à 3 € chez Kiabi portant le label Oeco Tech Standard 100. Je sais que ce label porte d'abord sur les produits chimiques, mais l'organisme dit aussi lutter pour les travailleurs et travailleuses. C'est une excellente question, c'est-à-dire une question qui a été mise par d'autres étudiants. Voilà, quels sont les conseils à donner pour les consommateurs qui souhaiteraient acheter éthique, notamment au niveau des labels? Et puis c'est une autre question que j'avais envie de poser, mais c'est, voilà, Aline avait parlé de produits chimiques qui étaient utilisés, produits chimiques assez agressifs, et quid de l'impact sur ces produits chimiques dans cette question. Donc voilà, je ne sais pas qui se sent d'attaque pour répondre à cette question, voilà, que je résume, quid des labels, et voilà, notamment ici il y a l'exemple de t-shirts vendus à 3 € chez Kaby portant le label Eco Tech Standard 100. Moi, je veux bien En saisir prix. la question. Enfin, après, donc, enfin, nous, moi, je suis pas du tout spécialiste des labels, mais de manière générale, en tout cas, le réseau il est assez peu favorable dans le sens où enfin, c'est pas la panacée et le problème, c'est que ça peut parfois participer à une certaine forme de greenwashing dans le sens où on voit un label, on se dit, ah ok, c'est un vêtement de bonne qualité, c'est un vêtement qui est respectueux de l'environnement, des droits humains, etc. Or, la plupart du temps, les labels en fait peuvent garantir un maillon très très précis de la chaîne de production ou un enjeu très particulier, que ce soit l'usage de produits chimiques ou la question des conditions de travail. Enfin, et en fait, les enjeux sont tellement complexes alors ça ne veut pas dire que les labels sont pas du tout crédibles, mais voilà, en l'occurrence, Ecotech, ça garantit aucunement, et c'est pas du tout un label qui est connu pour garantir que les conditions de travail, enfin, qu'il y a eu un salaire vital qui a été payé, que ce soit produit dans des ateliers qui sont de qualité, avec suffisamment de pauses. Enfin, je veux dire, ça garantit pas que les conditions de travail sont effectivement, effectivement OK. Et par ailleurs, ce que je trouve un point aussi intéressant quand même de la question, c'est la question du t-shirt à 3 euros. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une déconnexion vraiment tellement forte entre le coût de production d'un vêtement et la vente que le prix veut plus dire grand-chose. Enfin, je veux dire, bon, 3 euros, on se doute que les conditions de travail sont probablement assez mauvaises, mais il y a des vêtements qui parfois sont vendus très cher et qui sont quand même qui sont quand même produits dans des mauvaises conditions. Si on prend par exemple un groupe comme H&M, H&M, ils ont toute une série de gammes différentes, donc ils ont la marque COS,
ils ont la marque Another Stories, enfin, ils ont toute une série de marques qui sont destinées à des publics plus ou moins divers, qui vont d'un public plus adolescent, enfin, qui cherche des produits moins chers, à un public plus âgé ou plus nanti. Et or, c'est la même enseigne qui produit ces vêtements avec parfois dans les mêmes ateliers et avec le même modèle économique qui s'applique, quoi. Donc le prix est parfois un indicateur assez piégeux parce qu'en fait, il dit très peu des conditions de production. Mais donc, voilà, je crois que en tout cas, les labels, il faut être conscient de leurs limites aussi parce qu'ils reposent aussi souvent sur des systèmes d'audit qui eux-mêmes, enfin, vont avoir un accès parfois limité à l'information, surtout dans le cadre de souvent une absence totale de transparence où on ne sait pas très bien. On peut avoir par exemple un jeans qui est officiellement produit dans un atelier de confection relativement respectueux des normes, mais qui lui-même en fait sous-traite ce travail potentiellement à domicile. Et ça, il y a assez peu de contrôle là-dessus. Donc voilà. Ok, merci. Euh, J'en reviens avec tout l'aspect de l'utilisation des produits chimiques qui sont utilisés dans les ateliers. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Enfin, je sais qu'on donne souvent le conseil, même aux consommateurs, de laver une fois son vêtement avant de le porter, tellement il y a des produits chimiques. Bon, c'est dû aussi aux produits qu'on utilise pour éloigner les rongeurs lors du transport. Mais voilà, quid de l'utilisation de produits chimiques à tous les échelons finalement de la filière textile et de leur impact sur la santé des travailleurs. Ouais, ça c'est aussi un gros enjeu et qui en plus touche vraiment l'ensemble de la filière jusqu'aux consommateurs et consommatrices parce que il y a eu par exemple pas mal de scandales sur Chine récemment parce qu'il y a eu des analyses de vêtements où ils remarquaient que en fait il y a toute une série de produits chimiques parfois vraiment franchement dangereux pour la santé qui explosaient complètement les normes européennes. Sachant que les normes européennes, donc c'est les normes REACH, elles s'appellent, donc elles fixent toute une série de enfin, des produits qui sont interdits et puis des quotas de produits. Mais ces normes sont déjà critiquées parce enfin, elles analysent chaque impact sur la santé en isolant chaque produit les uns des autres et elles tiennent pas du tout compte de ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc le fait que on va être par exemple euh, en contact avec différents perturbateurs endocriniens ou différents produits allergènes, enfin, qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Et du coup, ça va vraiment avoir des conséquences. Ben, il y a à la fois la question potentiellement des pesticides utilisés, enfin, si, pour le coton pas bio, quoi, par exemple, enfin, qui peut avoir des conséquences sur les travailleuses qui sont vraiment dans les plantations. Mais après, c'est vraiment tous les autres produits qui sont utilisés sur le reste de la chaîne et qui ont aussi des conséquences pour les travailleurs parfois et travailleuses des magasins aussi qui doivent manipuler ces vêtements toute la journée. Et évidemment pour le consommateur et consommatrice, parce que dans le cas de Chine, par exemple, il y avait certains produits qui étaient... Enfin, je veux dire, le fait de le passer à la machine ne rendait pas le produit tout d'un coup euh, OK pour la santé, quoi. Et là-dedans, il y avait des produits notamment pour les enfants enfin pour les tout petits quoi. Donc ça c'est un enjeu effectivement assez central et dont on parle assez peu euh, et qui est aussi lié au modèle économique de produire pour le moins cher possible parce que c'est ce qui fait qu'il y a du coup beaucoup de recours par exemple aux fibres issues du pétrole aussi, enfin qui sont particulièrement mauvaises pour l'environnement et la santé. Euh, et tous les produits qui sont utilisés, bah, comme tu le disais, aussi pour éviter les moisissures, parce que les vêtements font parfois, enfin, font des trajets parfois assez considérables entre le lieu de production et le lieu de vente. Et donc, c'est effectivement un enjeu assez central. J'aimerais rebondir aussi pour donner des ressources pour les logos, les certifications. Moi, j'ai deux ouvrages que j'utilise et qui sont très corrects pour la vulgarisation et facilement trouver des informations. Donc, il y a d'abord celui-là qui est Textile éthique, qui est aux éditions Champ d'Action de Émilie Pouillot. Donc celui-là, il est vraiment bien. Et j'ai retrouvé la page avec toutes les certifications et tout ça. Donc assez intéressant.
Et alors l'autre, je ne l'ai pas derrière moi, à mon avis, doit être en bas. Et c'est Mon dressing heureux aux éditions Hachette, qui a été fait par Céline Séris, qui a son compte Instagram Is No Good. Donc ça, c'est deux référentiels que moi j'utilise régulièrement pour la vulgarisation ou bien pour m'en servir moi-même dans mes recherches textiles. Voilà. Hyper information, hyper utile. Je sais pas si il y a encore quelqu'un qui veut réagir, que ce soit au niveau des spectateurs, au niveau des orateurs, oratrices. Oui, ben, pour euh, le problème en fait des labels, hein, puisque c'était le sujet ici, euh, c'est vrai que plus on est loin de l'endroit de production, plus c'est compliqué de savoir exactement qui fait quoi, dans quelles conditions, à moins de connaître vraiment bien les gens sur place. Et il y a des petits labels qui peuvent fonctionner très bien. Pour donner un exemple, il y a une marque de vêtements qui s'appelle Azimut, que nous n'avons plus maintenant, qui a fait faillite. Mais en fait, le système était assez intelligent. Donc, il y avait leur label, c'était un audit par huissier. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez, juridiquement, c'est au niveau du droit international, c'était ce qu'il y avait de mieux parce que euh, c'était des contrôles non prévenus. Donc, il n'y avait pas le huissier venait à n'importe quel moment. Et c'est un système qui marchait bien. Donc, moi j'aimais bien ce système-là. Euh, Parce que les labels, finalement, parfois les gens sont prévenus quand ils vont être contrôlés, etc. Donc, c'est pas toujours bien représentatif de la réalité. Bon, cela dit, s'il n'y avait pas de label, ce serait, comme je dis, ce serait encore pire parce que pour nous, on a quand même, il y a quand même les gens, les personnes qui font partie de la Fédération mondiale du commerce équitable, il y a différents labels qui sont quand même corrects parce que, bon, la plupart des quand nous on est allé voir sur place, hein, on est allé vérifier pour beaucoup de nos productions et c'était vraiment correct. Et lui, il savait pas quand quand on allait rêver, on est venu à l'improviste, donc voilà, c'était correct. Donc il n'y a pas de choses qui cachaient, etc. Et sinon, ben, la solution à long terme, bon, c'est quand même un commerce qui va se rapprocher de plus en plus du lieu de production. Donc, et donc là, on évite ce problème de label. On sait beaucoup mieux savoir ce qui se passe quand c'est à côté de chez soi que quand c'est produit à l'autre bout du monde. Voilà, c'est terminé. Parfait. Donc, ici, on a dépassé l'heure du webinaire. Mais Euh, peut-être juste pour nuancer, oui, bien sûr. On pour va cette question conclure. du Je te label, laisse conclure. Oui, vas-y. enfin voilà, c'était pas pour tout jeter, mais c'est pour dire que en fait, il y a tellement de labels différents et qui traitent de tellement d'enjeux différents que d'un point de vue consommateur, consommatrice, c'est parfois vraiment compliqué. Enfin, c'est compliqué de s'y retrouver parce que ça demande d'être presque expert en label pour pouvoir identifier, tiens, tel label est vraiment robuste ou celui-ci un peu moins. Et ce qui est aussi très pervers et je crois d'autant plus enrageant aussi pour des acteurs et actrices comme vous qui ont des propositions justement alternatives, c'est que les enseignes aussi récupèrent beaucoup le langage des labels et donc utilisent, enfin, par exemple font des lignes comme H&M, j'en parlais, H&M Conscious, ou nous on était tombé sur une marque aussi qui avait une étiquette Made in Dignity, on les avait interrogés sur qu'est-ce que c'était que ce Made in Dignity, ça non, non, ça c'est nous. On trouve que c'est fait dignement. Donc, enfin, et donc, il y a une confusion qui peut être un peu forte d'un point de vue consommateur-consommatrice qui montre voilà, aussi un peu du coup les limites enfin, d'une approche purement label dans le sens où ce qu'il faudrait, c'est à la limite à l'inverse des labels qui. Enfin, c'est que il y a une dimension où on accepte aussi que la plupart des vêtements sont produits dans des très mauvaises conditions et donc certains vêtements reçoivent des bons points et ça témoigne quand même de la nécessité ouais, d'avoir un changement beaucoup plus structurel à cet endroit-là. Mais évidemment qu'il y a des labels qui ont une crédibilité, enfin, qui ont plus de crédibilité que d'autres. Et c'est surtout de savoir qu'ils garantissent que certains aspects, et c'est souvent ça la difficulté. Donc il faudrait avoir 10 labels différents pour pouvoir
Enfin, c'est un peu ça la difficulté parfois. Tout à fait. Donc, il existe effectivement énormément de labels, ce qu'on appelle la jungle des labels. Et c'est vrai, il existe des guides des labels à gauche, à droite, notamment sur le site bftf.be. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière réaction? Oui, une petite réaction, une remarque par rapport à ça, à ce que tu viens de dire. Euh, donc ici, effectivement, les labels, il faut pas trop non plus les, voilà, les nier parce qu'ils ont quand même fait un bon travail. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais encore ici, comme tu dis, on doit aller vers un changement beaucoup plus systémique, plus structurel dans l'ensemble des pays où les entreprises les plus toxiques, les plus asociales, ben, doivent disparaître. C'est simplement ça, en fait. Donc, faut pas trop se poser de questions. Et on va me dire, oui, mais dans les dictatures, comment est-ce qu'on va faire? Mais dans les dictatures, justement, peut-être que si dans les pays qui sont moins dictatoriaux, on arrive justement à éliminer tout ce qui est toxique et asocial, euh, ben les autres seront obligés de suivre, en fait, parce que, ou les gens quitteront les dictatures et donc ils iront où c'est le mieux, quoi. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les gens vont aller, ici, ils sont exploités dans leur dictature, ils vont aller voir ailleurs. Donc, ça, c'est, voilà. Parfait. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, vos interventions et la préparation de vos très intéressantes présentations. Tout grand merci aux différents spectateurs et à bientôt et une très bonne après-midi. Merci.